Désormais, à 180 cas de coronavirus au Burkina Faso, la maladie poursuit ses ravages. Deux nouvelles villes sont touchées, Sendou et Kongoussi. La bonne note tout de même, de nouvelles guérisons ont été enregistrées. La chasse à la chloroquine fait également rage à Ouagadougou. Ce médicament, véritable espoir, est très recherché dans les pharmacies de la capitale. Vous allez le voir, il est introuvable. À suivre également dans ce 19h30 le calvaire de certains responsables syndicaux en lutte. Ils espéraient une suspension de l'application de l'UTS eu égard à la situation sanitaire qui appelle à la mobilisation générale. Mais en lieu et place d'une suspension de l'UTS, ils auront plutôt une suspension de salaire pour les uns, des coupures pour les autres. Décision inique s'indigne les syndicats qui lancent une opération de solidarité. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Covid-19 poursuit sa propagation. Désormais, on est à 180 cas confirmés au Burkina Faso. De nouveaux décès ont été enregistrés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi deux nouvelles guérisons qui portent à 12 le nombre de personnes guéries. Arsène Konitamde. Le Burkina Faso maintient son triste rang de deuxième pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent africain, derrière l'Afrique du Sud. Le pays compte désormais 180 cas confirmés de Covid-19 sur son sol, avec deux nouveaux foyers de la maladie, Sendou et Kongoussi. Donc un cumul de 180 cas, j'ai dit, 147 à Ouagadougou, donc le cumul, 13 à Bobo-Dioulasso, 6 à Boromo, 3 à Dédougou, 2 à Oundé, 1 à Banfora, 1 à Manga, 2 à Zoro, 3 dans le Sendou et 2 à Kongoussi. Donc, comme vous le remarquerez, il y a donc deux nouveaux foyers. Et je reviendrai là-dessus. Il s'agit du foyer de Sendou et de Kongoussi. Deux nouveaux décès sont enregistrés, portant à 9 le nombre de décès liés au Covid-19 au Burkina Faso. Deux nouvelles guérisons ont également été recensées, ce qui porte le total à 12 et donne de l'espoir à la cellule de gestion de la crise. Deux guérisons, il s'agit d'une femme de 57 ans et d'un homme de 49 ans, tous membres de l'équipe de prise en charge. Très probablement, dans les prochains jours, on aura d'autres guérisons parce que l'évolution de l'état clinique des patients que nous suivons nous laisse quelques espoirs. Et également, il y a des tests primaires que nous avons faits qui montrent que la virémie est en train de baisser et que très probablement, dans les prochains jours, nous aurons le plaisir de vous annoncer d'autres guérisons. Depuis l'entrée en vigueur de l'état d'alerte sanitaire, certains s'interrogent sur les limites territoriales d'application de la quarantaine pour la ville de Ouagadougou. À ces questionnements, le porte-parole du gouvernement apporte des réponses. En ce qui concerne Ouagadougou, les limitations seront ce que nous appelons les postes de péage. C'est-à-dire qu'au-delà de ces postes-là, vous considérez que vous n'êtes pas à Ouagadougou. Il y a des zones où il y a des postes de péage qui ne sont pas fonctionnels. Les autorités définiront les espaces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tanguy Ndassuri n'est pas à Ouagadougou. Tanguy Ndassuri n'est pas à Ouagadougou. Beaucoup de gens, ça l'émeuve parce que ça pose des problèmes, notamment pour ceux qui travaillent au niveau de Koubiri, etc. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si nous n'avons pas cette rigueur-là, nous allons avoir des cas qui vont partir de Ouagadougou et qui vont s'installer dans ces zones. Des sites ont été désinfectés. Ce sont entre autres le ministère en charge de l'Éducation nationale, les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, un établissement bancaire et 40 domiciles privés. Au total, 128 tests ont été réalisés depuis l'apparition du virus au Burkina Faso. À l'international, c'est le Premier ministre anglais qui fait l'actualité. Il a été testé positif au Covid-19. Boris Johnson, testé positif au Covid-19. Le Premier ministre britannique a annoncé sur Twitter avoir eu des symptômes légers de la maladie, puis s'être fait dépister. Il assure continuer à travailler de chez lui, dans son appartement de Downing Street, et devrait y rester en quarantaine, mais 7 jours seulement. Nous allons traverser cette maladie, a-t-il déclaré. Et la façon dont nous allons le faire, c'est bien sûr en appliquant les mesures dont vous avez tant entendu parler. Et plus nous nous conformons tous à ces mesures, plus vite notre pays dépassera cette épidémie et plus vite nous pourrons rebondir.
Matt Hancock, le ministre de la Santé britannique, est lui aussi infecté au coronavirus. Si Boris Johnson venait à être dans l'incapacité de gouverner, c'est son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui assurerait l'intérim. Le sommet de l'État britannique n'est donc pas vraiment épargné par la maladie. Il y a 3 jours, c'est le prince Charles qui a été testé positif au nouveau coronavirus. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il veut rester à la tête du pays, qu'il va assez bien pour le faire pour le moment. Si cela devait changer, le prochain en ligne pour prendre la direction de ce pays serait donc le chef de la diplomatie. Mais ceci n'est que spéculation et Boris Johnson a bien montré qu'il voulait garder le cap fixé il y a quelques semaines. L'Italie a enregistré ces dernières 24 heures près de 1000 morts du Covid-19. Un médicament qui suscite beaucoup d'espoir dans la lutte contre la pandémie, c'est bien la chloroquine. À Ouagadougou, on en cherche, mais elle reste introuvable. Majid Bakwa. Efficacité, effet secondaire, la chloroquine, longtemps objet de polémique, est en train de s'imposer comme l'alternative dans la lutte contre le Covid-19 grâce aux travaux du professeur français Didier Raoult. Le Burkina Faso envisage des essais cliniques à base de la chloroquine en vue de lutter contre la pandémie. Ce produit fait déjà des victoires. Alors à Ouagadougou, il devient la star en pharmacie. Les populations enchaînent pour des stocks. Je suis venu ce matin cet après-midi là pour la prévention de la pandémie. Et il se trouve qu'on me parle de chloroquine qui n'est pas. Et ça fait 6 pharmacies que j'ai parcouru. Mais ça vient. À tout moment, ça vient. Donc, comme beaucoup, avec l'Internet, beaucoup voient que bon, c'est disponible au Sénégal, on a fait l'essai en France. Donc, avec ça, les gens continuent de venir. Et comme au Burkina, ici, on a pris la mesure de déclasser, on a dit que c'est déclassé. Que ce soit chez les vendeurs ambulants de médicaments ou dans les pharmacies, la chloroquine est actuellement introuvable. Il n'y en a même pas. On ne sait pas où on va trouver ça. Il n'y en a même pas. Les pharmaciens me disent qu'il n'y en a pas. Nous, étant auxiliaires seulement, nous sommes ici seulement. Il n'y en a pas. Même si cette pharmacie disposait de la chloroquine, elle ne peut pas en vendre, puisque la vente de cette molécule serait interdite par l'autorité sanitaire. Tout simplement parce que le stock même n'est pas là. On n'en a pas assez. Si on en avait, on nous oblige à ne pas les vendre. Voilà. Vous pouvez parcourir plusieurs pharmacies. Même s'ils en ont, ils sont obligés de retourner aux grossistes. Aux grossistes de mettre en quarantaine. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ils vont garder pour qu'en cas de besoin, ils puissent venir chercher chez les grossistes pour soigner ceux qui sont actuellement malades. On a même dit que tout prescripteur qui va prescrire ça, ici il y a un problème, ça n'engage que le prescripteur. En attendant que la chloroquine soit autorisée de vendre dans les officines, elle est vendue sur le marché noir à des prix exorbitantes, avec des risques de faux médicaments pour des populations désespérées. Une semaine après la suspension des prières dans les mosquées, comment les fidèles musulmans vivent leur prière du vendredi? La première après la mesure de suspension. Visiblement, on s'adapte bien à cette nouvelle donne. Les réseaux sociaux sont mis à contribution au Centre d'études de recherche et de formation islamique CERFI. Le sermon du jour, vous allez le voir, il a été fait en direct sur Facebook. Le constat d'Ibrahim Kompaoré et d'Abdourazak Traoré. Premier vendredi après la mesure de suspension des cultes qui rassemble plus de 50 personnes. À Ouagadougou, les mosquées se sont pliées à la règle. Pas question de se lamenter, c'est une épreuve divine. Voilà comment la situation est vécue à la mosquée du CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Pas de prière groupée certes, mais les fidèles ont pu suivre le sermon de l'imam Nouhoun Barayogo en direct des réseaux sociaux. Au cœur du message, justement, comment le musulman doit se comporter face à cette crise sanitaire. La crise là, c'est quoi? La crise est une épreuve de Dieu. Et face à une épreuve, ce qui nous est demandé, d'abord, c'est de patienter, c'est-à-dire d'avoir de la résilience en soi à travers sa foi. Considérer que c'est voulu par Dieu, si on est même malade, n'est pas autre mesure. C'est lamenter et savoir les conduites que l'on doit avoir pour ne pas contaminer son environnement, pour ne pas contaminer les autres. Donc, en durant cette résilience, nous devons d'abord l'avoir, patienter, endurer. Deuxième élément, c'est également d'avoir une attitude responsable.
Interdire les prières groupées pour préserver des vies plutôt islamiques, selon l'imam Nuhun Bagayogo qui estime que le vendredi ne perd pas son sens malgré tout. La même philosophie est partagée ici à la grande mosquée de Ouagadougou. Il est 12h30 et c'est l'heure de la prière. La mosquée est restée fermée aux fidèles. C'est difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous voyez ici, aujourd'hui, c'est le premier vendredi. Nous accueillons ça amèrement. Nous accueillons ça difficilement, mais c'est quelque chose qui est arrivé, on n'a pas le choix. Donc, quand l'heure de prière, on a dit les médecins, comme il y a ça depuis une semaine, quand l'heure de prière, le médecin est appelé à rentrer à la mosquée et faire l'appel. Si tu es devant ta boutique, si tu es devant à la maison, tu fais tes ablutions, tu te lèves, tu rentres tes prières comme il le faut. Mais ce qu'on a demandé, il ne faut pas que vous vous regroupez parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas où les mal peuvent venir. À la grande mosquée sunnite également, l'interdiction n'a pas été bravée. C'est la situation qui le recommande. Comme il y a le maladie qui contamine rapidement partout, bon, nous, on voit que ça aussi, c'est les meilleures solutions, voilà, pour que les gens là ne regroupent pas beaucoup. Une meilleure solution adoptée par les fidèles. Des fidèles qui ont eu droit au dispositif pour faire leurs ablutions, l'ouverture se limite à là. La prière, c'est un petit groupe devant les magasins. Tout cas, on peut dire que prière de vendredi, là, on ne peut pas le faire, puisque, bon, comme il n'y a pas grand imam, donc on est obligé de prier dans notre lieu, quoi. Voilà, on fait un groupement, 5 personnes comme ça pour prier. Nous sommes acceptés pour ne pas prier le vendredi. Aujourd'hui, chacun va prier à son domicile ou bien dans sa boutique. Franchement, aujourd'hui, ça nous étonne vraiment parce que depuis notre naissance, c'est la première fois qu'on rencontre ce genre de problème. Mais on espère vraiment que d'ici là, ça va aller. On vient, on fait nos ablutions et puis on rentre à l'intérieur de manière séparément pour essayer d'adorer Allah. On n'a pas le choix. Toutes les mosquées de la ville de Ouagadougou visitées ce 27 mars n'ont pas célébré la grande prière du vendredi. Les fidèles espèrent que leur sacrifice contribue à briser la chaîne de propagation du Covid-19 pour une reprise très prochaine des activités d'adoration d'Allah. Autre domaine qui s'adapte, c'est bien le secteur de l'éducation. Là aussi, les réseaux sociaux comblent le vide avec cette initiative pour occuper les élèves durant cette période de suspension des cours. C'est un groupe WhatsApp qui regroupe professeurs et des élèves en classe d'examen, échange d'idées, d'informations, de documents pédagogiques. Les élèves, en étant à la maison, peuvent s'exercer à travers cette plateforme numérique. Comment tout cela fonctionne? Roméo Koïta nous en parle. Pour éviter tout rassemblement à cause du coronavirus, le gouvernement a décidé de la fermeture des écoles il y a de cela 2 semaines. Mais depuis lors, Karim et Judicaël, tous en classe de terminale D au lycée privé technique Abbé Pierre, ne chôment pas. Depuis 1 semaine, ils occupent leur journée à traiter des exercices. Et la méthode est toute particulière. Ce sont les différents exercices que nous avons eu à traiter. Et là, on va photographier, amener ça au professeur pour qu'il corrige, vérifie. Et s'il y a des erreurs, il nous fera signe. Et ensuite, si nous avons des questions à poser, on va lui poser les questions, puis il va nous répondre. Et en fait, de mieux comprendre les erreurs que nous avons. Vous l'aurez compris, c'est la méthode 2.0. Tout se fait à travers WhatsApp. Les professeurs envoient les exercices dans les groupes et chaque élève les traite. Les corrections se font lorsque tous les exercices sont reçus. C'est la trouvaille de la communauté éducative du lycée privé technique Abbé Pierre pour occuper leurs élèves en classe d'examen durant cette période où les cours sont suspendus. En enseignement général, par exemple, nous avons créé des groupes de toutes les matières, français, anglais, histoire, géo. Et dans ces groupes-là, nous avons inscrit, sinon nous avons intégré des élèves et aussi des professeurs. Le professeur donne un exercice, il envoie un exercice dans le groupe, il donne une date à laquelle il va corriger l'exercice, c'est-à-dire il va envoyer la correction dans le groupe. Les élèves traitent l'exercice et à cette période-là, le professeur est connecté, il suit les corrections des élèves et en plus de ça, à l'issue de cela, il apporte lui-même sa correction. La plateforme concerne aussi bien l'enseignement général que technique. Les élèves s'occupent à travers des travaux dirigés et essentiellement des exercices dans les matières de base selon que l'apprenant soit en série littéraire ou scientifique. Là où il a trouvé, je mets que c'est bien. Voilà.
il n'a pas trouvé, donc j'ai dit de voir la correction. Voilà. Et donc, dès qu'il regarde la correction et qu'il a des difficultés, il fait un enregistrement en audio et il m'envoie. Et là, moi, je récupère ça, j'écoute et je réponds. Là, c'est le groupe anglais. Vous voyez, voilà, hier, le professeur était en discussion, voilà, sur le coronavirus. Voilà, le coronavirus, il parlait des symptômes, des conséquences, des solutions pour y remédier. Vous voyez. Ils sont environ 200 élèves à avoir adhéré à cette tribune virtuelle en une semaine. Et ça marche plutôt bien pour eux. Nous sommes tout le temps occupés par des sujets. On n'a pas le temps pour divaguer à d'autres choses. On prend le temps pour traiter les sujets. Si on a quelque chose qu'on ne comprend pas, on explique. Surtout la terminale A même, ça nous aide beaucoup. Au niveau des oraux même, je crois que maintenant ça va. Parce qu'à travers les vocaux, on essaie de s'exprimer. S'il y a une erreur, le professeur corrige. Et puis bon, ça va. En anglais, je ne sens pas de difficulté parce que là-bas, avec, comment dirais-je, les messages vocaux, même, ça nous permet même de nous expliquer, de nous exprimer plutôt, et comment dirais-je, de perfectionner même notre art oratoire même en anglais. La difficulté majeure est que des élèves rendent très souvent leurs devoirs en retard, faute de mégas pour la connexion. Il y a aussi d'autres en classe d'examen qui ne disposent pas de smartphone. L'APE a pu joindre les parents d'élèves et certains sont prêts à mettre leur portable à la disposition de leurs enfants. Et du coup, les enfants auront aussi cette autre vision des réseaux sociaux qui n'est pas forcément utile qu'aux jeux et aux conversations. Voilà, ça permettra aussi aux parents de suivre aussi ce que les enfants font. Si l'initiative n'existait pas, il fallait la créer, indiquent les parents d'élèves qui s'engagent à soutenir les enfants dans cette période difficile. En tout cas, on pense que c'est très bien. C'est très, très, très bien. Voilà, parce que ça va les aider à la reprise pour qu'elles n'oublient pas le cours, voilà, pour pouvoir s'en sortir aux examens. L'initiative va durer tout le temps de la suspension des cours. Et voilà, école fermée, culte suspendu, gros marché IA fermé. Cette décision continue de susciter la polémique. Des commerçants accusent leur structure d'avoir amendé une décision suicidaire pour leur activité. Réaction ce vendredi du Conseil national de l'économie informelle. Il rejette toute responsabilité et invite les commerçants à respecter les mesures prises par l'autorité. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébier. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso ne se reproche d'aucune complicité avec les autorités municipales dans la décision de fermer les marchés IA. Il dit avoir seulement adhéré à cette décision parce qu'elle est nécessaire et vitale. C'est une décision gouvernementale. On a consulté personne, nous a appelés, on a pris les choses en deux coups au niveau de la mairie. Et comme c'est une décision gouvernementale, donc tout le monde doit l'accepter puis l'appliquer. Quand on a été convoqué, on a donné l'information. Nous avons relayé l'information au niveau des bases, parce qu'au sein du Conseil national du commerce formel, toutes les couches sont représentées dans toutes les 45 provinces. Nous avons donné l'information. Eux-mêmes qui disent qu'ils sont beaucoup courants, ils ont d'ailleurs leurs membres qui ont reçu l'information, qui ont relayé même à leur niveau. Ils peuvent dire donc c'est des gens qui veulent dire qu'ils sont beaucoup, qu'ils sont au courant. En concertation avec ces associations membres des marchés concernés par la fermeture, le Conseil national de l'économie informelle invite les commerçants une fois de plus à se plier à la mesure de la commune de Ouagadougou. C'est les autorités à décider. Nous, on accompagne et on donne les informations. Vu la situation, on vous a appelé pour vraiment dire tous nos membres qui sont dans les 36 marchés à respecter les mesures des autorités. Si nous sommes dans un pays de droit, qu'on veut pas de développement, il faut qu'on respecte les mesures des autorités. Les autorités, ils n'ont aucun intérêt de fermer nos marchés, nous non plus. Donc c'est pour dire, si un problème est venu, il faut qu'on accepte et vraiment accompagner. Aujourd'hui là, si les maladies allent plus loin, c'est nous les plus pauvres qui vont souffrir.
La fêtière des acteurs de l'économie informelle dit suivre avec le ministère de la Santé l'évolution de la pandémie pour une réouverture dans les plus brefs délais des marchés s'il y a lieu. Il serait en train de mener également des négociations pour dégager des mesures d'accompagnement pour les commerçants affectés. Le Conseil a obtenu auprès de la mairie de Ouagadougou une doléance pour les tenanciers des boutiques dans les marchés concernés par la mesure. Elle concerne l'allègement des loyers. Ça, c'est les boutiques construites par la mairie de Ouagadougou, du fait de l'exploitation dont les modalités seront bientôt communiquées à ses occupants. Dans un troisième temps, le Conseil entend accompagner les membres ayant contracté des prêts auprès des banques et institutions financières pour voir dans quelle mesure on peut alléger aussi ce genre de trucs, et même au niveau de la fiscalité. Le Conseil national de l'économie informelle compte aussi interpeller la Chambre de commerce et d'industrie et le patronat sur leur devoir de soutenir les commerçants durant la période de fermeture. Et pour lancer cette chaîne de solidarité, il fait don de 5 tonnes de riz aux commerçants vulnérables des 36 marchés fermés. Les mesures prises par l'autorité touchent également le secteur des transports. Les taximens sont contraints de mettre leur taxi au garage, une situation de chômage technique qui pousse la Fédération nationale des syndicats de taximens et des acteurs du transport urbain à lancer cet appel au gouvernement. Les taximens ont besoin de soutien. Quand le ministre des Transports nous a appelé pour nous dire qu'en tout cas les taxis devraient garer, nous avons appris la nouvelle avec une tristesse. Mais vous savez qu'actuellement, c'est une maladie qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Si on dit aux taximans de garer, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les taximans de circuler, mais c'est une mal qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et les taximans ne peuvent pas ne pas prendre les gens. Quand ils prennent les gens, c'est 4 personnes, 5 personnes dans leur véhicule. Donc la contamination de cette virus corona est trop facile. C'est pour cela qu'ils ont jugé bon de dire en tout cas de garer. Mais nous, on a un appel à ce gouvernement-là. Ce n'est pas le fait de garer le problème. Quel accompagnement vous allez accompagner ces taximans-là pour qu'ils puissent vraiment survivre en attendant en tout cas la fin de ce coronavirus-là. Vous savez que les taximans circulent avec des papiers administratifs. Il y a les patentes, il y a les assurances, il y a les visites techniques qui sont ici en train de se périmer. Et eux-mêmes d'abord vivent avec leur petite famille. Dans les deux grandes villes Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, on a au moins plus de 20 000 taxis. Et si 20 000 taxis à nos jours s'arrêtent de circuler, chaque taximan a au moins 10 ou 5 personnes dans sa famille pour nourrir. Donc vraiment, ce n'est pas facile. Donc on a un appel fort au gouvernement de revoir quelles mesures il peut prendre pour vraiment aider vraiment ces gens-là en attendant que nous prions Dieu que le mal diminue au Burkina Faso. Le mois d'avril pourrait être particulièrement long pour certains responsables syndicaux membres de la coordination des syndicats en lutte pour la suppression de l'IUTS sur les primes et indemnités. Mais au lieu de suppression, le gouvernement a plutôt opéré des coupures de salaire pour les uns, des suspensions de salaire pour les autres pour fin de grève. Une mesure jugée inique par les syndicats qui ont lancé un appel à la solidarité avec les camarades victimes. Arsène Konitamde. Des responsables syndicaux de la coordination des syndicats en lutte frappés au portefeuille. En se rendant au guichet en cette fin de mois de mars, nombre d'entre eux ont observé soit des coupures, soit des suspensions de leur salaire. La suspension des salaires cible particulièrement les travailleurs des syndicats de l'éducation. Le porte-parole de la coalition, le camarade Bassolma Bazié, est touché. Moi-même, je suis touché. Le responsable, le secrétaire général du SINAPAGER est touché, celui du SINATEB est touché. Vous voyez bien qu'effectivement, c'est la plupart des responsables syndicaux qui sont du ministère de l'Éducation qui sont touchés par cette mesure de suspension des salaires. Dans les autres départements, c'est plutôt des coupures pour faire des grèves qui sont observées et puis les autres mesures que je vous ai signalées. À en croire le secrétaire général de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation et de la recherche, le mal est beaucoup plus profond. De nombreux militants à travers le pays sont également frappés de plein fouet par cette mesure jugée inique. La ville de Bobo plus Orodara, c'est plus de 80 personnes qui sont touchées. Tout à l'heure, j'étais avec un camarade du centre
qui me signalait que dans un petit lycée de Samba, c'est pratiquement tout le personnel enseignant qui est touché par cette mesure de suspension de salaire-là. On se pose bien la question, qu'est-ce que on cherche avec cette mesure-là? Pour Souleymane Badiel, cette opération n'est rien d'autre qu'une répression du mouvement syndical organisé par les autorités burkinabées. Une répression mise en œuvre, selon lui, en violation des textes qui encadrent ce genre de mesures dans l'administration publique. Sinon, il y a un texte qui réglemente les coupures pour faire des grèves dans notre pays. Et dans ce texte-là, nulle part on ne parle de suspension. Nous étions à nos postes de travail. Ça montre toute l'irresponsabilité, effectivement, qui règne au sommet de l'État. Et malheureusement, pas seulement sur cette question, mais sur bien d'autres questions. Pour soulager les travailleurs touchés par cette mesure, les responsables syndicaux appellent les militants à la solidarité. Ce que nous avons fait, c'est de prendre une circulaire pour demander à nos structures et à nos militants au niveau des régions d'organiser effectivement l'expression de cette solidarité-là qui va se faire par l'apport de contributions de diverses natures qui vont être centralisées et pour permettre effectivement à la coalition de pouvoir accompagner un tant soit peu ceux qui sont touchés. Selon Souleymane Badiel, aucune répression sous quelque forme que ce soit ne pourra casser leur dynamique. Il réaffirme l'engagement de tout le mouvement syndical à rester mobilisé pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Une couche vulnérable de la population burkinabé qui a également besoin de solidarité, c'est bien les déplacés internes, de plus en plus oubliés à cause de la pandémie du Covid-19. Heureusement, il y a l'ONG Qatar Charity. Elle a remis au ministère en charge de l'action humanitaire un important lot de matériel et de vivres au profit de ces déplacés internes. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébier. 65 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don de Qatar Charity aux déplacés du nord du Burkina Faso. Remis ce 26 mars, le soutien de cette ONG est de diverses natures. Ce sont aussi bien des vivres que du matériel ménager, des moustiquaires, des lampes à piles, du savon, de l'huile et du lait pour enfants. Ce don répond aux besoins des démunis ainsi qu'un accompagnement du gouvernement burkinabé. On répond donc aux besoins journaliers de ces déplacés, que leur nombre chaque jour s'augmente, en espérant que leur nombre commence aussi à baisser pour qu'on puisse quand même avoir une solution définitive pour ces déplacés. Et chaque fois, on aura donc, Inch'Allah, l'intention que le Qatar n'oubliera jamais ces déplacés ainsi les gens démunis au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'action humanitaire exprime sa gratitude à Qatar Charity pour ses multiples efforts dans la prise en charge des populations déplacées. Je voulais saisir l'opportunité, au nom de Madame la ministre, pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour les personnes déplacées du Burkina Faso. La répartition se fera sur... Bien sûr, nous avons un plan au niveau de la CONASUR qui, chaque mois, essaie de voir selon la nature des besoins. Mais en temps opportun, je crois qu'avec la CONASUR, on pourra vous faire le point, la situation exhaustive en tout cas, du don qui a été fait par Qatar Charity et c'est que les destinataires, on pourra peut-être vous produire un rapport ou en tout cas vous mettre à disposition les informations par rapport à ceux qui ont reçu ces dons de ce matin. Le directeur national de Qatar Charity n'a pas manqué de souhaiter un prompt rétablissement aux malades du Covid-19. Il invite également la population à respecter les instructions du gouvernement pour que le pays soit vite débarrassé de cette pandémie. On termine ce journal avec l'actualité malienne. L'opposant Soumaïla Cissé, toujours introuvable, il a été enlevé par des hommes armés non identifiés alors qu'il était en campagne électorale pour les législatives de dimanche prochain. Son parti, l'URD, a animé hier un point de presse suivant son directeur de la communication. Alors ce matin, nous avons reçu des informations. Les informations selon lesquelles la délégation a été scindée en deux groupes. Après donc vérification, on a effectivement remarqué qu'un premier groupe de 5 personnes arrivait à Saraferi ce matin.
aux alentours de 7h30. Ils ont été, une partie de ce groupe a été envoyée à Niafunke. Parce que tout simplement, il y a 2 qui étaient blessés. Il s'agit de M. Amadou Yattara, qui est un de nos doyens, un ami personnel de M. Soumaïla Sissi. Et ensuite, un de nos jeunes, du nom de Vie Banou, qui a été également blessé et qui est parti ce matin à Niafunke. Malheureusement, au cours des opérations d'enlèvement, parce qu'en fait, ils ont été enlevés par un groupe armé, nous ne connaissons pas leur identité. C'est des hommes armés, pour nous, non encore identifiés jusque-là. Il faut être clair. Et au cours donc de leur enlèvement, il y a eu des tirs, ce qui fait que ces 2-là ont été blessés. Et également, le garde-corps de Soumaïla a été touché par balle. Malheureusement, il n'a pas pu survivre à ses blessures. Il a rendu l'âme. Il s'agit de M. Mohamed Sissé. Son corps a été envoyé à la morgue du centre de référence de Niafunke ce matin, au même moment que les 2 blessés qui sont arrivés à Niafunke. J'ai parlé de 5 personnes. Les deux autres rescapés sont restés à Saraféré. Pas de rançon, il n'y a pas de discussion. Et ce qui est sûr, les informations qui nous parviennent, c'est qu'ils sont quelque part au Mali en bonne santé. Voilà ce que je peux dire. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne Aucun ne défie. Bonsoir.